Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et tout ça dans un esprit léger, à la cool. Alors, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis le fondateur de Leeway. Leeway, c'est une solution de gestion des contrats qui aide les juristes à réduire le temps passé sur toutes les tâches administratives pour consacrer plus de temps à des sujets plus stratégiques, comme par exemple suivre Legal Club Sandwich tous les mardis et jeudis à midi. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels, Pierre Landy, Audrey Deléris. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super, merci Thibaut. Bonjour En à tous. forme? Thibaut, c'est la fin de la 3e semaine, je crois, notre numéro 6. On est trop content d'être là de nouveau. Bon, génial. Je vous laisse vous présenter rapidement. D'accord, merci. Alors je commence. Donc Audrey Deléris, je suis manager chez Fed Legal, cabinet de recrutement spécialisé en juridique et fiscal. Donc je vis avec vous au quotidien, juriste, avocat, fiscaliste, directeur, etc. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et en plus de ça, j'ai eu l'honneur et la chance de co-créer avec Pierre Landy ici présent le premier réseau de juristes dans la tech et en start-up. À toi Pierre. Merci Audrey. En effet, voilà, moi Pierre Landy, donc avocat, j'ai fait mes classes à Disneyland Paris. J'étais d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, le premier Père Noël de Disneyland Paris. Donc en 92, vous étiez avec vos enfants dans le parc où vous étiez vous-même un enfant. J'étais le Père Noël, voilà, ça y est, c'est fait, je l'ai lâché. Puis Yahoo pendant 15 ans, Ledger, et voilà, maintenant j'ai cofondé une alliance d'avocats avec des anciens Yahoo pour accompagner des sociétés de la tech en étant des juristes externalisés, et on est présent en Italie, Allemagne, Angleterre, France et Espagne. Et puis par ailleurs, depuis un an, j'accompagne des directeurs juridiques et des avocats, des partners dans leur leadership, et je suis donc un executive mentor, mais vraiment spécialisé directeur juridique et avocat. Voilà pour moi. Et donc, pour présenter l'invité du jour, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Catherine Brel. Merci Catherine d'être parmi nous. Catherine, tu es passée par des boîtes tech, et même des géants de la tech américains, notamment eBay, Amazon ou Yahoo, par exemple. Et puis maintenant, tu as rejoint l'industrie automobile puisque tu es VP Legal et Deputy General Counsel chez Renault. Catherine, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous et ravi d'être là. J'ai suivi les quelques conseils de Lindia, j'ai mis du maquillage, j'ai fait mon brushing, et un petit peu de couleur. Donc, ravi d'être avec vous. Merci de votre invitation. Génial. Numéro 2, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en replay. Ouais. Bon, d'ailleurs, avant de démarrer l'interview, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra à la fin avec Catherine. Et puis, si vous voulez suivre aussi la page LinkedIn de Legal Club Sandwich, vous pouvez directement y accéder. On va vous partager tout ça et comme ça, vous suivrez les talks. Catherine, toi, tu es passée, donc, comme je le disais tout à l'heure, par des boîtes tech, des géants américains de la tech. On dit souvent que ces boîtes-là, elles sont un petit peu en avance par rapport à la France au sujet de la place et de l'importance accordée au juridique dans les entreprises. Est-ce que toi aussi, tu l'as constaté? Alors oui, tout à fait. Je suis ravie donc, de partager cette expérience et d'avoir eu cette connaissance des différents milieux tech et industrie aujourd'hui. Alors sur la place du juriste, tout d'abord, c'est vrai que dans les sociétés que j'ai pu connaître dans la tech, le General Counsel est passé au plus haut niveau hiérarchique. Donc il y a vraiment un tout premier positionnement qui est fondamental, qui est celui du General Counsel. En général, il englobe le juridique, mais également les affaires publiques. Et il est dans le management board, donc au plus haut niveau, ou dans l'équivalent du COMEX. Donc ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est le positionnement du juridique, donc du legal, dans la prise de décision. De ce que j'ai pu constater, il y a un fort maillage des juristes au sein des comités opérationnels, des comités décisionnels. Rien ne se prend et aucune décision ne se prend sans l'aval du juridique. Donc, il est hyper bien positionné et il participe dès le lancement du projet, donc en amont et tout au long du processus du projet,
donc un fort positionnement également, non pas hiérarchique, mais en tout cas dans sa présence au comité clé. Et enfin, il y a une question de posture qui est importante et de son rôle. Il est vraiment considéré comme étant un partenaire. Il n'apporte pas, au-delà d'une expertise juridique, évidemment il l'est, le fait de participer à ces comités fait qu'il va au-delà de sa fonction juridique et il prend des décisions et il participe de manière collaborative au-delà de sa fonction juridique stricto sensu. Et on parle vraiment, on est plus que sur du support, on est vraiment sur une fonction en tant que telle au même titre que les autres fonctions du groupe. Donc ça, c'est vraiment important. La hiérarchie, le positionnement clé dans certains comités et le travail en amont et surtout sa posture. Donc, c'est vraiment, je suis là, je fais partie à part entière des décisions qui sont prises dans l'entreprise. Ouais. Donc, c'est pas un mythe, en fait. On a dans les boîtes américaines, peut-être, cette position de business partner qui est un peu plus affirmée Ouais. que ce qui peut l'être en France. Souvent, Oui, le terme que j'utilise même, c'est trusted advisor, encore plus que business Ouais. partner qui est un petit peu galvaudé. C'est vraiment le Ouais. conseiller de confiance, celui qui est vraiment très proche du CEO, hein, Catherine. Oui, parce qu'en fait, quand on peut voir dans les lancements de projets, dans les prises de décision, c'est beaucoup de bon sens en fait, hein. Donc, au-delà de l'analyse juridique, il y a une question de bon sens que le juriste est capable de donner au même titre que les autres. Et le fait de son positionnement, on a la chance dans les directions juridiques de voir un certain nombre de projets en transverse. On a une vision très, très large de l'ensemble des projets qui sont menés par le groupe. Donc, cette capacité de voir et d'appréhender l'ensemble des dossiers donne aussi au rôle du juriste une fonction et oui, un rôle de conseil beaucoup plus important que l'analyse juridique en tant que telle. J'ai oublié aussi de mentionner le fait qu'il est dans ces sociétés américaines que j'ai pu côtoyer, il a également au-delà d'un rôle d'advisor, un rôle de leader. Et c'est vrai qu'on l'attend aussi sur certains projets de prendre un rôle beaucoup plus actif en tant qu'acteur sur certains projets, pas tous évidemment. Il y a des projets sur lesquels il est leader et il n'a pas un rôle juste de passif ou de rédaction de contrat qu'on lui demande, non. Et à un moment donné, on lui dit, voilà, il y a des choses et c'est lui qui initie sa propre stratégie juridique. Ça, c'est fondamental. Ok. Donc, pour toi, c'est pas uniquement, j'ai envie de dire, dans un sens, c'est aussi aux juristes d'aller chercher, entre guillemets, leur position, leur leadership dans l'entreprise. C'est à nous de faire notre, ouais, c'est à nous de faire notre place en fait, hein. Donc le positionnement et cette posture, elle est clé. Soit on est là et on reçoit les choses telles qu'elles viennent, soit on va au devant. Et là, ça revient vraiment à voilà comment arriver à le faire. Moi, ce que j'ai pu voir chez eBay très concrètement, c'est ce qui se faisait tous les ans. Alors un point important, il faut d'abord comprendre le business. Qu'est-ce qui se passe? Arriver à comprendre la stratégie. C'est clé, évidemment, on travaille avec des gens, il faut comprendre l'orientation de la société à tous les niveaux et quels sont les projets mis en place. Donc, il faut être présent déjà dans ces comités-là, comprendre la stratégie et en fonction de ça, on analyse les enjeux juridiques que ça requiert. Sur telle et telle stratégie, il y a forcément des enjeux juridiques et derrière, en fonction de ces enjeux, on présente une stratégie et on développe cette stratégie. Voilà les enjeux de la société, voilà les risques juridiques, les actions à mettre en place et les ressources. Donc, c'est clé parce que plus c'est pris en amont, mieux on est capable et plus on est capable d'identifier les ressources dont on a besoin, les compétences clés, le nombre de personnes qui vont être amenées à travailler sur les sujets. Et une fois que tout ça c'est fait, on pose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on mettait en place typiquement chez eBay. On met en place une stratégie en début d'année. On a identifié tout ça. On utilise les mêmes outils que le métier, donc des slides, des PowerPoint. Il faut utiliser le même langage, donc très simple. On peut donner de la pédagogie, mais il faut le faire dans un langage, encore une fois, simple, facile à comprendre. Et on fait ce qu'on appelle les roadshows. Donc, on développe et on montre la stratégie juridique pour accompagner le métier et pour que le métier comprenne notre rôle. Et lui, le valide, il va dire, OK, moi, ça me va, on va dans cette option-là. Donc, on est vraiment partenaire dans ce double aspect, hein, chacun dans son rôle, mais en lien complètement. Ok. Donc en fait, on force un peu la porte, parce que j'imagine que là, on prêche que des convaincus, c'est-à-dire que c'est évidemment, on veut tous arriver en amont, etc., dans les projets, mais comment on fait pour obtenir ça concrètement? Toi, tu as des exemples concrets de choses que tu as mis en place, par exemple? Alors, stratégie, oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait, hein. Je parle que de choses qu'on a effectivement pu mettre en place, donc de développer, c'est un gros travail, hein, de fond, donc c'est peut-être aussi du luxe d'avoir ce temps de réflexion et de mise en place et
et d'oser communiquer, s'imposer dans les réunions. Moi, je sais que chez Renault, ce n'était pas toujours évident non plus de s'imposer dans des réunions dans lesquelles le juriste, au départ, il n'est pas convié du tout, du tout. Un exemple que mon équipe a pu connaître aussi, donc tous les ans, un certain nombre de personnes de Renault allaient à Las Vegas pour aller au CES, donc au Consumer Electronics Show. Et il y a une année où je me suis dit, pourquoi le juridique n'irait pas, quoi. En fait, on présente tous les projets, la nouvelle tech, dans le domaine du digital, donc c'est ce que je gère. Donc, il faut y aller. Donc, on a été à 3 et on s'est rendu à Las Vegas. Donc, on a pris nos petits billets. On était au départ conviés dans une réunion. Bon, c'était imposé dans la réunion pour aller dans le lab. Il y a un super lab Renault là-bas d'innovation au sud de San Francisco, dans la Silicon Valley, après avoir fait le Vegas. Et après, plus d'invitation, plus rien. Et en fait, on est allé. On s'est incrusté en fait, dans la réunion, dans le lab. On a passé 2 jours avec les gens. Et en fait, ils étaient hyper contents de nous voir. Ah, vous êtes là. Mais ça ne vient pas forcément d'eux-mêmes. Donc, il faut provoquer toujours et toujours. D'ailleurs, c'est parce que tu venais de cet univers des sociétés américaines que tu t'es lancé, parce que toi, tu n'as pas osé, enfin, je veux dire, tu n'as pas hésité. Tu t'es dit, je dois y être. Il n'y a pas photo, j'y vais. Ah oui, c'est Las Vegas quand même. Donc, oui. Je ne connaissais pas Las Vegas et je me suis dit, c'est l'occasion. Mais non, mais c'est vrai que les juristes, dans les sociétés américaines, c'est évident, on est là en fait. On ne se pose pas la question. Dans l'industrie, on n'est pas là en fait. Donc, il faut forcer la porte et il faut… C'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile en tant que juriste parce qu'on n'est pas invité et on a toujours peur de se dire ou de nous entendre dire qu'on est là pour fermer les choses, pour bloquer les projets, pour arriver avec des choses très négatives. Donc, c'est pas simple de sortir de cette posture. Alors, Donc, être présent, parler. Tu dis dans l'industrie, je vais juste rebondir sur quelque chose. On a fait une étude, comme tu sais, avec nos amis de Leeway et de Fed Legal sur le positionnement du directeur juridique dans l'entreprise, y compris dans la tech. Eh bien, figure-toi que dans les sociétés de l'industrie, en tout cas du CAC 40, le directeur juridique est à 50% ou 55%, je ne sais plus si c'est les derniers chiffres, membres du CODIR et à un niveau stratégique assez élevé. Et figure-toi que dans la tech, en tout cas la tech française, puisqu'on a bien parlé de société américaine, malheureusement, 78% à ce jour des directeurs juridiques ne sont pas au comité de direction, mais nous avons bien l'intention, le petit groupe qui est ici, de faire bouger les lignes. Et je pense qu'il faut, et Audrey le voit dans des entretiens constamment, c'est vraiment quelque chose qui peut changer. C'est un prérequis des juristes, des directeurs juridiques, oui, mais aussi des juristes. Là, ils ont envie de savoir à qui est rattaché en fait le manager juridique. Et ce que tu dis, Catherine, c'est exactement vrai. C'est qu'à n'importe quel niveau, même quand on est juriste sans être directeur, il faut oser en fait aller voir les gens, aller s'imposer pour le coup et être curieux surtout. Ouais, curieux, proposer, encore une fois, c'est du temps, j'imagine aussi. Facile de dire qu'il faut un maillage important. Bon, on en reparlera aussi. Des challenges, il faut être nombreux. Il faut encore une fois avoir la vision. Mais j'ai du mal à penser aujourd'hui qu'on puisse exercer un rôle de… On est là pour éviter le risque. Il faut être clair, on ne fait pas du commerce, on ne fait pas du marketing. On est là pour que la société ne prenne pas de risques et donc… si on ne connaît pas les projets en amont, si on ne sait pas où va la société, je ne vois pas comment on peut travailler en tant que juriste. Ça, c'est forcément clé. Donc, oui, il faut toujours pousser. C'est rageant, c'est frustrant, mais il faut continuer à le faire. Il faut donner beaucoup d'énergie. Oui. Et toi, tu as des exemples un petit peu de ce que tu as mis en place, par exemple, pour t'aider à être dans cette démarche? Alors, oui, on a mis en place plusieurs choses. Et je repensais d'ailleurs en t'écoutant, Pierre, on avait mis en place assez rapidement, d'ailleurs, comment dire, on l'avait appelé comment, le Digital Legal Summit. Et ça, ça m'est revenu là quand tu parlais à l'instant de dire assez rapidement, on a fait venir tous les juristes du groupe et les opérationnels et les métiers qu'on a fait venir à Paris sur 2 jours. Il y avait du fun, il y avait du sérieux, on a fait venir la CNIL, on a fait venir des gens de l'extérieur et on a montré aussi aux juristes dans ce forum qui s'était tenu à ce moment-là, donc tous les grands leaders du groupe Renault pour qu'ils présentent leurs projets. Donc il y avait vraiment une porosité d'échange et une communication. Donc on a fait ce Digital Legal Summit et on avait besoin, et ça fait partie de la posture et c'est beaucoup plus large, on a eu besoin de coacher les juristes, et c'est Lindia Le Sauvage qui s'en était occupée à l'époque, la prise de parole en public. Moi, j'avais testé chez eBay, formidable, les 2 jours au Tête des Variétés. Elle nous écoute, Catherine. Elle est en train de regarder, tu respectes toujours ce qu'elle t'a appris. Voilà, donc très, je suis très promoteur de ça. Je trouve que cet atelier, il est super. Donc,
Si vous avez la chance de le faire, en tout cas, il faut le faire. Et une fois que moi, l'atelier avait été fait des années auparavant, l'India est venue sur site, lors de ce digital notamment, pour nous aider à parler, pour nous aider à communiquer au mieux. Donc ça a été la chance d'avoir l'India pour nous aider. On a mis en place des ateliers de coaching également avec Pierre sur la relation avec le client, comment s'exprimer par oral, par écrit. Il faut répondre aux emails, c'est tout bête, mais oui, il faut répondre aux emails, même pour dire je reviens vers vous dans 3 jours ou dans 3 semaines. On parlait tout à l'heure, Catherine, mais effectivement. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des sessions de leadership également, parce que le leadership est clé. Donc ça, on le voit beaucoup dans les sociétés américaines et nouvelles tech. On le voit un peu moins dans l'industrie, ce côté assertivité. Je vais quelque part et j'emmène les gens, en fait. Hein. C'est vraiment ça, ce que j'y crois. Donc, on a mis en place des sessions de leadership et d'agilité. Là, c'était des coachs de chez Renault Digital, qui avaient mis en place dans le mouvement de transformation digitale du groupe. Donc, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on a mis? Voilà, donc c'est vraiment toutes ces techniques qui sont là à notre disposition. ProcessCom, il y a un an, l'India a mis en place tout le ProcessCom. On est en train de continuer auprès des équipes de chez Renault pour que les gens apprennent à se connaître et apprennent à mieux savoir travailler ensemble. Donc ça, c'est clé. Oui, d'ailleurs, pour la ProcessCom, pareil, je vous renvoie vers le Legal Club Sandwich numéro 2 pour savoir ce que c'est. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ça, il faut faire. Hein. Ça, c'est impératif. Mais voilà, on en parle dans les Club Sandwich number 2. Est-ce que c'est si facile que ça, alors, du coup, Catherine, de mettre tout ça en place? Parce que là, on a une audience de juristes, par exemple, qui se disent, bon, j'imagine, hein, je me mets à leur place. Oui, moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir une autre posture, j'ai envie d'aborder des sujets stratégiques, j'ai envie d'arriver en amont dans les projets, mais qui peut-être n'ont pas ce recul que toi, tu as pu avoir en passant par des boîtes de la tech, et notamment des boîtes américaines, voilà, de très grosse taille dans la tech. Est-ce que, comment ils peuvent faire en fait au quotidien? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'il y a des vraies barrières? Concrètement, comment on peut les aider aujourd'hui? Alors, des barrières, il y en a toujours. Hein, et il n'y a jamais d'endroit où tout est vert, tout est formidable. Et franchement, il y a toujours des challenges. En prenant là l'exemple de la société dans laquelle je travaille, Renault, c'est un gros challenge, c'est que moi, j'arrivais dans un domaine du digital donc, qui était nouveau pour la société. Hein, elle a commencé sa transformation digitale, donc beaucoup de nouveaux sujets hyper intéressants, donc très riches, très complexes. Mais on est dans des sociétés avec beaucoup de monde, donc 180 000 personnes chez Renault, une organisation en silo, très peu de transversalité, beaucoup de confusion des rôles aussi. Et on a toujours du mal à savoir qui fait quoi. On peut avoir plusieurs personnes sur un projet, mais en fait, il y a une autre équipe qui gère le même projet. C'est compliqué. Hein, et c'est compliqué dans la direction juridique de savoir, d'avoir l'information, savoir qui gère quoi et savoir du coup comment se placer par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge. Je reprends encore, c'est vraiment ce côté silo. Moi, je ne le connaissais pas. Chez Amazon, chez eBay, ce sont des sociétés qui prennent des projets. Il y a un leader, un projet, et ça avance, je dirais, quel que soit le nombre de filiales concernées, et que ça soit mondial ou pas. Voilà, donc le challenge de sociétés du type Renault, voilà, grosse société, donc des gros bateaux qu'il faut emmener. Et Catherine, qu'est-ce que tu as fait justement pour vraiment que ça marche et que ce soit un peu plus facile et un peu désiloté, entre guillemets, tout ça, hein? Je dirais désiloté, on l'a fait. J'ai le souvenir dans un contrat qu'on a pu mener avec un gros acteur américain des nouvelles tech, justement, on a pris, là, on a été proactif de mettre toutes les fonctions on a encore une fois cette chance de voir en transversal. Donc, on a tous les projets. Il faut oser créer, par exemple, des réunions où on met tous les gens qui gèrent le projet, qui ne se parlent pas forcément. Nous, on les connaît. Et en fait, on peut créer ces réunions et on les met tous autour de la table et on avance. Donc, on a géré un gros dossier pour le groupe il y a quelques temps. Et on voyait qu'on négociait le projet, mais que telle équipe n'en faisait pas partie et telle autre non plus, le marketing, le commerce, l'after-sales, etc. On met tout le monde autour et on crée cette réunion. Et c'est le juriste qui est acteur. Et c'est lui, parce qu'il a besoin de la négo, parce qu'on a besoin d'avancer tous dans le même sens, on met tout le monde au même niveau d'information, on communique plus. En fait, c'est essentiellement de la com, hein. Par email, des comptes rendus où on met plus de monde, des réunions où on met plus de monde. Et encore une fois, on s'invite dans ces comités-là. On fait des présentations.
on se présente, on est qui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on drive, d'où on vient et comment on peut apporter une aide. Hein. Ouais, Donc voilà, j'ai pas de choses clés. Les outils dont on parlait bon, avec Pierre, ce sont des outils, vraiment des outils pour nous aider à faire ça, pour oser en fait, hein, oser faire, oser sortir de notre rôle de juriste ou en tout cas mieux l'exercer. Hein. Ouais, et au final, mettre les gens dans la même salle, comme tu le dis, et aborder les sujets, c'est-à-dire être proactif et pas forcément attendre qu'on fasse appel à nous, sinon peut-être qu'on ne fera jamais appel à nous finalement. Mettre à plat les projets, c'est toujours hyper intéressant aussi. On prend les bonnes personnes, on dit OK, il y a un tel, je comprends pas ce qui se passe, on met tout le monde au pas, on pose et souvent ça aide beaucoup. Hein. Ça aide le juriste évidemment, mais ça aide tout le monde à comprendre et se dire en fait, je ne savais pas ce qui se passait ou je ne comprenais pas bien le projet et en fait, on se rend compte par des. Voilà, on dit toujours ça, on ne va pas le faire, c'est stupide, c'est pas mon rôle. Ben si, en fait, chacun a son rôle. On est cadre, on a tous un niveau bac plus 5, 6, 7, honnêtement. Donc, on peut nous attendre là en disant, ben voilà, le juriste a ce rôle de liant. Et ça, le General Counsel d'eBay le disait, c'est toujours ces top managers qui sont là, qui nous aident et nous disent, voilà, votre rôle, c'est de faire le liant là où l'opérationnel n'arrive pas à le faire lui-même. Vous savez. Vous savez, vous êtes en contact avec beaucoup de monde. Et ce que tu dis, c'est vraiment important, Catherine, c'est vraiment incarner en fait la fonction juridique à n'importe quel niveau et du coup, vraiment n'importe quel secteur d'activité est concerné en fait, l'industrie aussi. Ça, je pense que c'est très important. Ouais. Si tu as réussi à le faire dans... Il y a du chemin à faire dans l'industrie, ça c'est évident, mais il y a voilà, faut prendre les points forts de chacune des industries. Encore une fois, moi je dis, chez Renault, les gens, il y a un engagement très fort des juristes, il y a une loyauté, il y a une connaissance du produit qui est forte. On sent vraiment cette fidélité à la marque et cet engagement. Il faut utiliser ce potentiel. Et si on y arrive chez Renault, je crois qu'on peut y arriver partout aussi, parce que dans des entreprises où on n'a peut-être pas la taille de Renault, c'est peut-être encore plus accessible de mettre les gens autour de la table, de communiquer, d'emmener les gens dans la même direction. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets aussi de Renault, parce que je sais qu'il y a des choses hyper intéressantes sur lesquelles vous bossez, qui ne sont pas forcément visibles. On en avait parlé quand on a préparé ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors quelques mots sur les projets dans le cadre de la transformation du groupe. On a la chance à la direction juridique de voir beaucoup de choses. C'est très riche, c'est très complexe et c'est lié aussi à la taille de l'entreprise. Ça, c'est le gros plus. On voit énormément de choses. C'est pour ça que les gens souvent restent longtemps. La diversité et voilà, encore une fois, est très riche. Ce qu'on a pu mettre en place ou le travail qui nous amène aujourd'hui, c'est essentiellement toute la mise en place du soft dans la voiture, donc tout ce qu'on appelle le software embarqué dans la voiture. Donc la voiture, vous connaissez, c'était des matériaux, des pièces. Aujourd'hui, c'est du software. Donc, ce qui crée beaucoup d'enjeux juridiques, des problèmes de cybersécurité, des problèmes de brevets essentiels, la mise en place de la 3, 4, 5G, avec les problématiques juridiques et politiques que vous connaissez. C'est la mise en place de la voiture autonome, c'est pareil, c'est du software, mais c'est aussi des partenariats avec des acteurs type Waymo. C'était dans la presse, mais ce sont des partenariats clés qui engagent aussi des niveaux de responsabilité importants là, c'est vraiment des projets de l'Alliance, Renault, Nissan avec Mitsubishi, donc des projets complexes qui se font dans différentes régions du monde avec 3 entités de l'Alliance et la filiale de Google. Ça implique également, si je vais dans ce fil conducteur, des sujets d'intelligence artificielle pour les prises de décision qui vont être mises en place dans les voitures autonomes. Donc ça, voilà, des problématiques de preuve. C'est la mise en place du cloud, véhicules connectés. Donc tous les véhicules, les géologues et toutes les données qu'on remonte du véhicule, ça part dans le cloud. Donc il y a une stratégie cloud avec des acteurs type Microsoft, type Amazon, type Google. Donc encore une fois, on arrive à tous ces sujets-là. Des problèmes, si je sors de la partie purement tech, c'est aussi la relation avec nos distributeurs, la relation client. Renault a un réseau de concessionnaires évidemment important. On ne connaît pas beaucoup nos clients parce qu'on vend nos voitures à travers un réseau. Donc, comment on se place, nous, demain, pour vendre nos voitures? Quel est le lien que l'on fait avec notre réseau? C'est un lien physique, c'est le développement du e-commerce.
des plateformes digitales et de toute cette remise en cause en fait, d'un système de distribution qui est important, un maillage important sur le territoire français. On parle de la data, ça a été la mise en place du GDPR. Donc moi, je suis arrivée en 2016, il n'y avait rien, on n'avait pas d'équipe juridique, pas un juriste travaillait sur le GDPR. Donc, et là, on a été leader. Ça, c'est un sujet, voilà, si on a une minute pour en parler, Oui. mais moi, je l'avais dans mon titre, j'étais directeur juridique digital, hop, on me met dans la data privacy, bon, sauf que pas de juriste et personne qui avait pris en charge ce sujet au niveau du groupe. Et donc, un gros sujet qu'il a fallu mettre et qu'il a fallu porter au plus haut niveau. Pour répondre à ta question, Audrey, il a fallu voir le top management, parler dans les instances les plus élevées du groupe et donc voilà, présenter c'est quoi la data. C'est quoi la data privacy, c'est quoi ce GDPR. Et du coup, on a donc, avec toutes les directions en silo et les filiales, et Pierre, tu nous as aidés sur mise en place de la gouvernance, des outils, des projets, de l'équipe, avec un niveau de risque élevé pour les sociétés qui devaient mettre en place. Donc ça, le juridique était leader, on a pris leadership là-dessus et on l'est toujours. Moi, j'ai eu un peu ma casquette DPO pendant quelques temps et on a une DPO qui me reporte aujourd'hui, qui fait un travail formidable. Et voilà, ça, c'est un vrai leadership et en fait, le métier, il a fallu se battre pour l'avoir. Mais moi, certains métiers m'ont beaucoup aidé en disant Catherine, notamment directeur marketing à l'époque, il m'a dit Catherine, c'est la DJ, c'est à toi de le gérer en fait. On te fait confiance. Ok. Donc le Donc, en fait, message, vas-y. Pardon, moi j'allais dire, c'est une remarque, il faut être un peu warrior aussi. Quand on est juriste, il faut être pédagogue, prendre du leadership, être curieux et être un peu warrior du coup pour aller justement chercher les sujets et faire en sorte en tout cas d'être sur les sujets, si j'ai bien compris. Oui, et puis on n'a pas parlé là, mais ça sera l'occasion avec d'autres personnes plus habilitées que moi, mais il y a tout le fonctionnement, comment parler aux gens, simple, voilà, des mails plus courts, plus simples, ne pas réciter le code civil, enfin, il y a des choses, c'est comme ça qu'on fait sa place. Il n'y a pas, voilà, si on parle le même langage, les mêmes outils, et on se met beaucoup d'empathie, on se met à la place de l'autre. Si on se met à la place de l'autre et du business, on y arrive. Si on reste dans notre monde de juriste, c'est plus difficile de faire sa place. Mais on va reparler plus tard dans un prochain Club Sandwich des soft skills et on aura l'occasion de rebondir là-dessus. Mais effectivement, oui, tout ça, ça se gagne, cette posture, ce reporting. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut exiger, c'est quelque chose qui se gagne avec tout ce que tu dis, Catherine. Et finalement, ça devient une évidence que le directeur juridique doit être à ce niveau de confiance du CEO et dans la direction. Et voilà. Chez Renault, le directeur juridique reporte au directeur général. Donc, c'est important, cette ligne hiérarchique. Ouais. Merci Catherine, en tout cas, c'est hyper intéressant, comme toujours. Là, ça donne envie de creuser le sujet, ça donne aussi, j'espère, voilà, des idées pour faire bouger les lignes, chacun à son niveau. Si vous avez des questions pour Catherine, n'hésitez pas à les poser. On va passer là aux rubriques de vos chroniqueurs adorés et on y reviendra à la fin. Pierre, jingle. Jingle. Get the fever. À toi, Audrey. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de changement de secteur d'activité, évidemment, parce que Catherine, tu en es un parfait exemple. Donc quand on est juriste, est-ce qu'on peut passer de l'énergie à l'IT, de la pharma à la construction? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non, pas toujours, je l'avoue. Alors il y a des matières où c'est quand même un peu plus facile, je le vois en tant que recruteuse, de passer d'un secteur à un autre. Je pense au M&A, au corporate, au boursier, au social, au droit de la concurrence, au fiscal aussi, quoique pas toujours, j'ai des exemples là-dessus. Voilà, mais en fait, on peut comprendre aussi qu'une société, elle va être rassurée à l'idée de recruter quelqu'un qui a fait exactement la même chose ailleurs. C'est vrai. Par contre, où est le regard neuf? Où est le regard, la prise de hauteur d'un juriste qui viendrait d'ailleurs et justement pour apporter des choses nouvelles? Et ça, je pense, Catherine, encore une fois, tu es un très bon exemple là-dessus. Parce qu'un juriste qui vient d'ailleurs peut apporter des nouveaux procès, des nouvelles idées, d'autres aspects qu'il a vus par ailleurs.
La question, en fait, chez mes clients, c'est qu'ils sont un petit peu plus frileux quand, en fait, on touche au cœur du business, vraiment la partie contractuelle. Mais il y a plein d'exemples positifs voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je pense à un juriste qui est passé de l'agroalimentaire à un équipement industriel, de la grande distrie à l'agroalimentaire, d'automobile au luxe. Voilà, donc aussi des assurances à l'énergie et exemple là, même encore plus surprenant, de la distrie à la banque. Oui, ça a été possible et ça s'est bien passé. Côté directeur juridique, là, c'est un petit peu différent quand on recrute un directeur juridique parce qu'on cherche avant tout un manager, quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va faire le lien entre les opérationnels, les juristes et la direction. Donc là, on cherche vraiment quelqu'un qui va incarner la direction juridique et c'est tout à fait possible, bien entendu. Alors, je vais donner des exemples sans donner de nom et je vous laisse chez vous. Oui, je sais. Mais je laisse chez vous si vous connaissez bien le marché. Je compte sur vous, en tout cas, pour deviner de qui je parle. Donc, je pense à des directeurs juridiques qui sont passés notamment alors, de l'énergie à un GAFA, petit clin d'œil, d'un groupe hôtelier à un gros industriel, du multimédia à l'environnement, des télécommunications à la pharma, je vais parler moins vite pour essayer de vous laisser le temps de deviner, de la distribution à l'automobile, de la construction à une start-up, et puis évidemment de la tech à l'automobile. Et ça, c'est toi, Catherine, je donne la réponse. Pour les autres, je ferai un petit quiz et je répondrai évidemment si vous avez la bonne réponse. Moi, j'en ai qu'un sur tout cela, mais voilà. Ah, et pourtant, tu en connais d'autres, je le sais. En D'accord. tout cas, il faut rester lucide, bien entendu. Le changement de secteur n'est pas possible à chaque fois non plus, je le vois très bien. Mais ces exemples que je vous ai cités montrent que c'est quand même possible malgré tout, même si ce n'est pas facile. Donc, le plus important, c'est le potentiel à fait d'évolution de la personne. Donc, directeur juridique, quand vous recrutez, voyez évidemment les compétences qui ont été développées chez les juristes, mais aussi toutes celles qu'il va pouvoir développer chez vous. Ça, c'est hyper important. Et directeurs généraux, quand vous recrutez un directeur juridique, c'est pareil. Voilà, regardez plutôt, voilà, chercher un partenaire fiable, un vrai conseil, et pas uniquement la compétence technique, évidemment, ou une connaissance secteur. Et vous-même, juriste, quand vous postulez, soyez ambitieux tout en restant cohérent, bien sûr, et prouvez par des exemples, en étant vraiment concret, que même si vous venez d'un environnement différent, ça peut marcher. Et là, j'ai vraiment un conseil en tant que recruteuse que je vous donne. Mieux vaut parfois un profil qui va mettre 6 mois, voire un peu plus, à être opérationnel, mais qui aura un très gros potentiel d'évolution et qui va rester plus longtemps, qu'un profil qui a fait exactement la même chose chez le concurrent, par exemple, donc qui sera certes opérationnel plus vite, mais qui risque aussi de s'ennuyer plus vite et donc de partir plus rapidement. Je vous laisse y réfléchir. À toi, Pierre. Super. Merci Audrey. Merci Audrey. Alors, hop, et maintenant, je balance mon jingle. C'est parti pour les nouveaux. Voilà, préparez-vous, tapez dans vos mains, c'est parti. Be do. Parfait, voilà, ça c'est fait. Alors, écoutez, moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle en anglais la client journey, le voyage du client. Et je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez faire à vos équipes et avec lesquels justement, voilà, que Catherine connaît, puisque j'ai eu l'occasion de le travailler avec de nombreuses équipes, dont des équipes de Catherine. En fait, ce concept, cet exercice, à l'origine, il est né dans l'industrie aéronautique, parce que dans les années 80, enfin, je sais qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui était né dans les années 80 sur ce groupe, mais enfin, dans les années 80, il y avait, prendre l'avion, c'était quand même un truc ultra compliqué. Vous deviez téléphoner, attendre, choisir un avion, puis payer, envoyer un chèque, puis attendre son billet, puis recevoir les souches, puis enfin bon bref. Bref, c'était un processus ultra compliqué qui en fait était fait pour rendre la vie plus facile à l'entreprise qu'au client. Et donc en fait, le PDG à l'époque de SAS, qui s'appelait Jan Carlson, il a tout voulu changer et il s'est dit, en fait, ce qu'il faut, c'est revoir tout ce processus, non pas du point de vue de la simplicité pour l'entreprise, mais du point de vue client. Et donc, je vais vous donner un exemple. Concret. Le téléphone sonne, voilà, au service juridique. Je ne suis pas là et il y a mon collègue de bureau qui entend le téléphone sonner. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, première option, il peut juste laisser le téléphone sonner, ne pas répondre et laisser le téléphone sonner parce que je ne vois vraiment pas pourquoi je décrocherais le téléphone de Pierre. C'est une solution. Il peut aussi décrocher le téléphone et dire non, Pierre n'est pas là, au revoir. Voilà, et il raccroche. Il peut décrocher. Oui, Pierre n'est pas là, est-ce que je peux prendre un message? Il peut décrocher. Pierre n'est pas là,
est-ce que je peux vous aider? Il peut décrocher. Pierre n'est pas là, est-ce que je peux vous aider? Ah, mais oui, bien sûr, j'ai notre NDA template, je vous l'envoie tout de suite. Voilà, vous voyez que la même situation a donné des comportements radicalement différents selon comment la personne a souhaité, celle qui a répondu au téléphone ou qui a décidé de ne pas y répondre, d'offrir une expérience client. Alors, donc en fait, l'idée de cet exercice, c'est de vous dire que chaque fois qu'un de vos clients en interne a un contact avec votre équipe, eh bien, on appelle ça un moment of truth. Donc, un moment de vérité, c'est-à-dire un moment qui ne va pas se reproduire et une chance qui ne va pas se reproduire de faire une bonne ou une mauvaise impression vis-à-vis de votre client. Et donc, l'exercice consiste à prendre une tâche qui revient généralement. Alors, je vais prendre l'exemple très concret de, par exemple, la négociation d'un contrat et de la décomposer, cette tâche, ce projet, dans tous les moments of truth, tous les moments de vérité auxquels vous pouvez penser. Donc, par exemple, d'abord, on est contacté par votre équipe commerciale. Et puis, il y a le premier rendez-vous. Et puis, le premier draft de contrat. Et puis, le premier échange avec le partenaire. Le deuxième draft de contrat. Une nouvelle réunion physique de négociation. Et puis, la signature du contrat. Et puis, après, l'implémentation du contrat en interne. Vous voyez, et encore, j'ai été assez vite, mais on peut vraiment décortiquer le truc. Et donc, l'idée, c'est de prendre chacun de ces éléments et de regarder, première colonne, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et deuxième colonne, qu'est-ce que vous pourriez faire demain pour améliorer l'expérience client? Et par exemple, lorsque vous êtes contacté par le commercial, on pourrait imaginer que eh bien, tout le service juridique de votre équipe s'engage à répondre dans les 24 heures. Effectivement, ce n'est pas une évidence pour tout le monde de répondre dans les 24 heures, mais imaginez si vous appelez Orange ou SFR, que votre box ne fonctionne pas et que vous téléphonez et que le téléphone sonne et que personne ne répond parce que ce n'est pas mon téléphone, vous voyez comment, ou que personne ne vous répond jamais, eh bien, vous voyez comment vous allez vous ressentir la chose. Eh bien, c'est un peu la même chose en interne avec un client. Donc, vous listez comme ça toutes ces idées pour améliorer par rapport à ce que vous faites chaque moment of truth. Et à la fin, ça vous donne un nouveau procédé et idéalement, l'équipe conjointement décide de faire ce qu'on appelle une client promise, une promesse client que toute l'équipe va décider d'implémenter. Par exemple, répondre à tous les mails dans les 24 heures. Répondre ne veut pas dire donner la solution. Répondre peut juste être j'ai bien vu ton mail, je suis débordé, je te réponds dans 3 jours. C'est une réponse. Mais pour le client, au lieu d'avoir l'impression que le mail est parti dans une espèce de trou noir auquel on ne répond jamais, eh bien là, il est certain de savoir que son mail a été lu et que quelqu'un va le gérer. Voilà. Donc, je pourrais passer beaucoup plus de temps sur cet exercice de Client Journey. Je vous ai résumé ce qui généralement fait l'objet d'une petite workshop de 2-3 heures en espace de 2 minutes. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée. Voilà pour moi. Merci Pierre. Si vous mettez ça en place chez vous, vous nous faites vos feedbacks et on partagera ça sur Club Sandwich un midi avec plaisir. On passe aux questions. Catherine, j'ai une question de Baudouin pour commencer. Salut Baudouin, merci pour ta question. Qui nous demande quel type et niveau de reporting est-ce que tu as mis en place vers le top management et quel reporting de la part de tes équipes? Alors, en gros, dans les deux sens. Voilà, ouais, côté management et au niveau des équipes, ce qu'on met en place, je pense qu'il n'y a rien de très révolutionnaire. On fait un point. Alors moi, j'ai 2 niveaux de management. Donc, j'ai un niveau de manager et le manager eux-mêmes ont des équipes. Donc, en fait, on fait 2 réunions. Moi, j'en fais une avec mes managers, donc une réunion hebdo, qui relate à la fois les points importants, côté RH, côté, voilà, c'est vraiment un échange de reporting standard. On a mis en place également un stand-up. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc, c'est une réunion d'équipe qu'on faisait au départ, dont j'ai varié un peu les choses, mais qui était au départ une réunion. Alors, ce n'était pas un stand-up, c'était une réunion peut-être qui avait lieu de mémoire une fois par mois, beaucoup plus longue, avec des slides, chacun présentait ses projets ou quelques projets phares. Et puis après, je dis voilà, je veux quelque chose de beaucoup plus rythmé, que chacun puisse se voir et se parler à minima une fois par semaine. C'est une équipe à peu près de 20 personnes. Donc, on a mis en place un stand-up, et vraiment stand-up physique. C'est-à-dire qu'on a fait, on est dans une pièce, on était dans une pièce jusqu'à récemment, mais enfin maintenant on fait online, et on a des post-it, voilà la méthode des écos, donc, et chacun avec voilà, les sujets en cours, les sujets pour lesquels il y a des alertes, et les sujets qui viennent de se terminer. Donc chacun, on a même acheté un sablier, et chacun a un temps de parole limité à 3 minutes. On était au départ sur 2-3 sujets, maintenant on ramène à un sujet, et chacun s'exprime
voilà, debout. Donc, on est tous debout. Ça oblige aussi à s'exercer, en fait, à la prise de parole, à parler de manière très synthétique sur un sujet un peu compliqué. On a fait ça, donc on continue maintenant à le faire donc une fois par semaine, mais j'ai remis en place quelque chose d'autre qui est un tableau de reporting là sur Teams. On utilise tous les outils à notre dispo. Donc, il y a un tableau qui est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus de détails. On faisait beaucoup ça chez Iber. Donc, voilà, qui est rempli avec le type de projet, le statut, les enjeux, etc. Et ce qu'on a fait lundi dernier, je partage en même temps, c'est on fait le Vie ma vie. Donc, c'est quelqu'un de l'équipe data qui va essayer de comprendre ce que fait la personne qui gère l'antitrust ou la distribution dans l'équipe. Donc, c'est d'arriver à se comprendre, encore une fois, avec beaucoup de pédagogie. Donc, ça, c'est ce qu'on a en place, et l'équipe et les managers, plus un support écrit maintenant, qui est disponible à n'importe quel moment. Et j'avais besoin de cet outil disponible à n'importe quel moment, moi, pour remonter justement à mon management. Donc, je reporte au directeur juridique du groupe qui, lui, a besoin d'avoir les faits marquants, donc les points essentiels, que lui-même remonte au top management. Donc, on a des process, je dirais, groupe. Et voilà, donc moi, je fais un reporting, bon, pareil, de réunion avec mon manager, mais pas de reporting aussi. Ça passe par ce filtre-là. Ok. Et ce que tu dis, je trouve ça vraiment important, ce Vie ma vie, par exemple, tout ce que tu mets en place, c'est que les gens peuvent dire oui, mais on est surchargé de travail, on n'a pas le temps de mettre ça en place. Mais en fait, j'imagine que c'est important de le mettre en place et je le sais, parce que je le vois quand je rencontre les juristes et les directeurs juridiques, parce que certes, ça prend du temps, mais ça permet d'en gagner par la suite pour avoir plus de transversalité. Pardon. Ouais. Du coup, ça, je pense que c'est un message très, très important que tu as donné. Mais... C'est une question, encore une fois, c'est clé, c'est la transparence. La transparence et la collaboration entre les uns et les autres. Tous les sujets sont quand même extrêmement connexes au sein même de notre équipe, data, distribution, digitale, effectivement. Et donc, il faut apprendre à partager, ça c'est clé, et arriver à bien partager, donner le bon niveau d'information pour que les autres comprennent. Donc, c'est un exercice qu'on a fait dans le cadre du stand-up. On a pris une demi-heure et on a pris 3 personnes. Ils se nomment les uns les autres. Voilà, toi, tu vas parler de tel sujet. Et c'est avec beaucoup de bienveillance aussi, mais on voit tous qu'on a beaucoup de progrès à faire dans la manière dont on explique les choses, tout simplement. Ouais. Et la prise de hauteur, ça fait aussi partie de la prise de hauteur. Donner des enjeux, parler avec des mots simples, éviter les acronymes. Parce que ça, au niveau du top management, c'est un vrai souci, et je pense pour toutes les sociétés, c'est d'arriver à parler de sujets. Alors, GDPR, c'est connu maintenant pour tout le monde. Il y a plein de sujets qu'on utilise dans le domaine juridique ou des acronymes, mais le top management ne connaît rien. Donc, à ce moment-là, s'ils ne comprennent rien à ce que racontent les juristes, c'est compliqué. Ouais. Et donc, tu arrives à garder cette dynamique-là en télétravail avec de la visio, etc. C'est pas Alors, quand j'écoutais à nouveau pour l'India qui en parlait, cette dynamique, donc oui, c'est systématique et on l'a gardée pendant le premier confinement et on le garde. Premier confinement, on avait fait peut-être même 2 sessions par semaine quand même pour avoir un peu plus de liens et pour créer plus de communication, même pour les gens qui étaient seuls chez eux. Ça, c'est le côté plus humain, je dirais, plus ouvert, des discussions un petit peu plus légères. Et donc, oui, un point important, et je confirme complètement, la visio, ça n'est pas possible de faire sans. Et c'est vrai qu'on avait certains commencé à le mettre, d'autres pas du tout. Et en fait, la semaine dernière, je sais que j'en ai parlé même au sein de l'ensemble de la direction juridique, on faisait une plénière côté DJ avec le directeur juridique du groupe. On avait demandé expressément que chacun mette la visio. Et moi, quand j'ai pris la parole, j'aurais dit merci. Merci, parce que quand on parle à un écran noir ou quand on parle à des gens, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais déjà, cet exercice en webinaire est assez compliqué pour nous parce qu'on ne vous voit pas, chers spectateurs. Alors, du coup, on c'est pas facile. Mais c'est déjà assez perturbant. Alors, effectivement, quand en plus c'est ton équipe et que tu ne les vois pas, non, ça, c'est super dur. Non, et voilà, et il n'y a rien qui passe, sinon on est mal à l'aise en tant que manager. Je trouve que ça met dans une zone d'inconfort, c'est pas agréable. Ouais. Donc, si vous voulez des détails là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le talk 2, le replay. Donc, on va vous partager ça. Je viens de vous le mettre à l'instant. Audrey, c'est exceptionnel. Merci Audrey. Et on a une autre question de Théo, on va lui répondre, c'est la dernière, mais quand même. Merci Théo pour ta question. Est-ce que tu as une idée, bon, je ne sais pas si tu vas savoir ça,
du ratio de nombre de juristes à avoir dans une entreprise par rapport au nombre d'employés de manière générale. Déjà, est-ce que c'est par rapport au nombre d'employés? Est-ce que c'est par rapport au chiffre d'affaires? En Audrey, général, peut-être c'est que par tu peux rapport au nous chiffre aider aussi. d'affaires, hein. Alors, je sais qu'il y a des ratios qui sont communiqués. Je ne les ai pas là, moi, à communiquer auprès de vous. Le Cercle Montesquieu donne des ratios. Il y a eu les sociétés américaines calculent les headcounts à la direction juridique en fonction du nombre du chiffre d'affaires qui est réalisé, hein. D'accord. En filiale, mais c'est évident. Et le niveau hiérarchique également, hein. Si on est plutôt au niveau juriste, senior, directeur, senior directeur, c'est vraiment aussi lié au chiffre d'affaires, aux enjeux aussi. Les chiffres d'affaires, oui. Donc, je n'ai pas la réponse du ratio, mais oui, il y a un ratio, hein, clairement. Dans l'industrie, un des points peut-être… Oui, pardon Thibaut. Vas-y, je t'en prie. L'industrie, alors je ne sais pas aujourd'hui les chiffres côté Amazon ou eBay ou Yahoo, mais c'est vrai que l'industrie, la culture juridique est quand même un point négatif lié au fait qu'on a beaucoup moins de juristes, hein, dans cette industrie. Donc, tout ce que je dis, c'est facile quand on a le luxe du nombre de personnes et du coup, quand on a la possibilité d'interagir plus, il faut être plus nombreux, quoi, hein, donc, Ok. Bon, j'ai une dernière question, mais après, on ne pourra pas déborder parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. Matt qui nous demande si tu as rencontré des réticences de juristes à ce changement en termes de positionnement. C'est pas facile, ouais. C'est pas toujours facile. Il y a des gens, comme toujours et partout, il y a des gens qui sont dedans, qui ont envie et qui aussi sont capables de se remettre en cause, d'avancer, qui ont envie de changer. Et parce que toute notre carrière, c'est un chemin, hein. On est tous en progression, hein. Par contre, certains pour qui c'est beaucoup plus compliqué et qui aiment bien rester dans cette zone de confort. Parce que oser participer au comité, c'est oser prendre des décisions, donc prendre des risques. Et c'est pas facile. Donc, moi, je me suis sentie très, voilà, peut-être encore maintenant, mais ça a été long pour arriver, j'ai l'impression d'être un cube quand tous les autres étaient des boules, hein, clairement, hein. C'est un vrai gap, voilà, pour tous ceux qui ont changé d'industrie, tout ça, on se sent très, très en décalage, hein. Ok, donc aussi une grosse partie humaine à gérer dans tout ça. Ah, c'est beaucoup d'humains. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à faire entrer aussi des gens de l'extérieur qui viennent de ça pour donner cette émulation, hein. Sinon, tout seul, voilà, c'est compliqué. Donc, il faut créer du changement, hein, interne, externe, et se faire aider beaucoup, hein. Ok, merci Catherine. Pierre, tu as autre chose? Non, c'est bon Pierre, tu as rien à ajouter? Non, je remercie Catherine. Okay. J'allais dire qu'on était tellement excités d'être déjà la semaine prochaine, à mardi, avec des invités encore, Thibaut. Oui, c'est ça, c'est Gilles Rouvier donc, qui viendra, qui est associé fondateur du cabinet Lawways, qui va nous parler d'intelligence artificielle et notamment regard juridique, un peu au-delà du fantasme, parce que pareil, intelligence artificielle, c'est un peu un buzzword. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça et comment, d'un regard juridique, on va pouvoir analyser tout ça. Donc, soyez nombreux, c'est mardi à midi. Merci Catherine pour toutes ces infos. Merci à vous. Franchement, on s'est régalé. J'espère que ça va vous donner plein d'idées. On met le replay sur YouTube. N'hésitez pas à commenter sur LinkedIn, sur notre chaîne, partout, et à faire parler de Club Sandwich autour de vous. Plus on est fou, plus on rit. Voilà, exactement. Allez, bye bye. Merci Catherine, à bientôt. Générique.